et bienvenue sur LCI avec aujourd'hui cette question, cet enjeu, Trump, le coup final est prêt. Oui, le Pentagone s'apprête à porter le coup final à la guerre. Il serait massif. Information signée Axios. Combinaison d'opérations au sol, de bombardements au plus profond de l'Iran. Escalade militaire et guerre totale sont-elles à la clé si les efforts diplomatiques revendiqués encore en ce moment même par Donald Trump ne donnent rien, ne sont pas au rendez-vous. Oui, tout serait prêt. Et comptez sur nous pour tout vous dire. Les 4 points de ce plan, les objectifs principaux, toujours l'île de Karg, mais vous le verrez, une autre île est dans le viseur, essentielle pour le contrôle d'Ormuz, dont Israël vient de tuer le commandant iranien en charge de la fermeture, c'est pas rien. Mais attention, si les États-Unis se préparent à venir plus près, les Iraniens se préparent à les accueillir. Regardez cette image, elles sont fortes les images, j'espère qu'on va la voir. Regardez, j'attends, je mouline avec mon bras. Non, c'est pas ça, on y est, voilà, cette image. Comme closer, venez plus près les Américains, la dernière provocation iranienne. Autre image à vous montrer, elle est signée The Economist, la une de The Economist, forte encore une fois. Avantage Iran, c'est un parti pris, nous en débattrons. Et si Trump voulait s'extirper, lui, de ce conflit au plus vite? Et si c'était Israël, mais aussi les pays du Golfe qui le maintenaient maintenant sous pression sur un air de cette guerre est allé trop loin? Désormais, il faut aller jusqu'au bout. Pour tout vous faire vivre, tout vous faire comprendre, nos équipes sont toujours sur le terrain. Nous serons aux États-Unis, nous serons à Téhéran, nous serons en Israël, nous serons à Doha, bien évidemment. Mais d'abord, Trump, le coup final est prêt. Nous sommes le pire cauchemar des Iraniens, assène Donald Trump. C'était il y a quelques instants. Écoutez, regardez. Pour que ce soit bien clair, parce que j'ai vu les fake news qui ont été publiées dans le Wall Street Journal, ils ont dit que moi, je voulais faire un accord. C'est eux qui me supplient de faire un accord. Et n'importe qui a vu ce qui se passe en Iran comprendra pourquoi les Iraniens veulent faire un accord. Les Iraniens disent, bon, on ne veut pas parler aux Américains, mais tout le monde sait la situation des Iraniens. Et ils sont pas bêtes, vous savez. Ils sont même très intéressants et ce sont des bons négociateurs. C'est pas des très bons guerriers, mais ce sont des bons négociateurs. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Samantha Bendern. Bonjour. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Une fois sur deux, hein. Je vais y arriver. Guillaume Roquette. C'est plus facile. Oui, vous avez raison. Guillaume Roquette, merci beaucoup d'être avec nous. J'en suis ravie, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Margot Haddad, merci d'être là, bien sûr, éditorialiste international LCI. Bonjour. Général François Chauvency, merci également, bonsoir. Consultant géopolitique LCI. Et nous sommes ravis donc d'accueillir sur ce plateau Pierre Servan. Bonjour Pierre, vous êtes éditorialiste géopolitique TF1 LCI et auteur notamment du livre Les présidents et la guerre aux éditions Perrin. Et donc, le coup final est-il proche? En tout cas, il est prêt. Toutes les options sont à notre disposition, dit J.D. Vance il y a quelques instants. Quelles sont ces options? Comptez sur nous pour tout vous décrypter, bien évidemment. Mais d'abord, regardez, Donald Trump, ça fait quoi? Plus d'1h15 maintenant qu'il parle. C'est une sorte des conseils des ministres autour de Donald Trump, version Maison-Blanche. C'est 1h15 de monde selon Trump. Pour bien comprendre, prenons direction Washington pour vous retrouver, Justine Jankowski. Pouvez-vous nous expliquer, nous faire un petit résumé, analyse de texte de tout ce que Donald Trump vient de dire lors de ce Conseil des ministres? Oui, je sais, on fait ça autour du plateau, vous avez du boulot, allez-y. Oui, effectivement, Donald Trump qui parle déjà depuis plus d'1 heure en réunion avec les membres de son cabinet. Pour tout vous dire, il n'a pas encore pris les questions des journalistes présents dans la pièce. Et effectivement, il y a déjà beaucoup à dire. Ce qui est intéressant peut-être, c'est de commencer par dire que Donald Trump a abordé ce meeting de manière très optimiste. Il a commencé par vanter les destructions commises par l'armée américaine. Il a dit plusieurs fois qu'ils avaient totalement détruit la marine iranienne, qu'ils étaient très en avance sur le planning. Et puis, il s'est efforcé de donner sa version des faits en disant que ce n'était pas lui qui voulait négocier, que c'était les Iraniens qui le suppliaient de passer un accord. Ça, j'ai compté, il l'a dit au moins 3 fois. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a tout de suite ensuite donné la parole à J.D. Vance, son vice-président qu'on n'avait pas beaucoup vu sur ce dossier pour l'instant, mais on sait que la Maison-Blanche pousse pour qu'il
reprennent les négociations. On a évoqué par exemple d'éventuelles discussions au Pakistan ce week-end avec les Iraniens. J.D. Vance pourrait y aller parce que ce qu'on entend ici, c'est que les Iraniens ne veulent plus discuter avec Jared Kushner et avec Steve Witkoff parce qu'ils ne leur font plus confiance. Steve Witkoff, à qui Donald Trump a lui aussi donné la parole, il a confirmé qu'un plan américain en 15 points avait bien été transmis aux Iraniens, et puis il a conclu en disant qu'il y avait un fort signe que l'Iran peut être convaincu d'accepter les termes américains pour mettre fin à la guerre. Si Justine Jankowski, on se retrouve dans quelques instants parce qu'on a encore pas mal de choses à se raconter, vous l'aurez compris. Puis Donald Trump, il est toujours en Conseil des ministres version Maison-Blanche et il n'a toujours pas répondu aux journalistes, donc à tout moment, eh bien, nous pourrons reprendre la direction de cette Maison-Blanche pour tendre l'oreille. Alors, Pierre Servan, le monde selon Trump, pour vous, c'est la méthode Coué, où il a des raisons, effectivement, d'être en confiance, après tout, le président américain? C'est un peu des deux. C'est beaucoup la méthode Coué. Alors, il y a des résultats militaires. On peut pas dire que les forces iraniennes, balistiques, les lanceurs, la marine n'a pas été détruite. Donc ça, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de méthodes Coué. Ce qui me frappe beaucoup, c'est à qui s'adresse Trump avec ce type de communication. À mon sens, il s'adresse surtout aux Américains et au peuple MAGA. Et donc, il développe un discours extrêmement optimiste. Tout va bien. On est en avance de phase. Il l'avait déjà dit, même si c'était un peu contredit, mais il passe son temps à se contredire, puisqu'il avait exprimé le fait que cette guerre aurait dû durer une journée. C'est-à-dire qu'il a cru à ce que les Israéliens lui ont dit. On décapite le régime et c'est terminé derrière. Le régime va se rendre. Donc, je sais pas en avance de quoi il est. Il est en retard par rapport à la journée où tout devait être terminé. Il est en avance sur je ne sais pas quoi. Donc, vis-à-vis du peuple américain et de la base MAGA, c'est tout va bien, on est en avance, c'est formidable, on n'est pas demandeurs, ils viennent nous demander. Bon, ça c'est une chose. Mais les Iraniens regardent. Et à mon sens, là, eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un aveu de faiblesse. Ils voient un président qui a besoin de se justifier. Et ça, en négociation, si vous voulez, c'est pas bon du tout. Quand vous dévoilez vos cartes, quand vous donnez le sentiment d'être un peu sur le feu, c'est pas une bonne tactique. Alors effectivement, c'est parfaitement résumé. L'impression d'être sur le feu. Donald Trump qui dit on va continuer de vous bombarder durement et assurer qu'ils ne sont pas dans un bourbier. Ça, c'est la voix de Pete Hegseth. Écoutez ce petit résumé de l'état d'esprit de ces dernières minutes. Et là, ça fait 3 semaines que cette opération a commencé. Mais ce n'est pas l'Irak. C'est pas un match nul. C'est pas 50-50, c'est pas le chaos. Bien au contraire, c'est le succès américain. Et Donald Trump qui donc assure, c'est écrit en bas de votre écran, qu'ils vont continuer de frapper assez durement. L'analyse de texte, Margot Haddad, vous connaissez par cœur les États-Unis. L'état d'esprit, c'est de la confiance ou c'est l'arbre qui cache la forêt de la fébrilité? Il y a un message dans cette conférence de presse que vient de dire Pete Hegseth, c'est le succès américain. Et le succès américain, c'est aussi un moteur pour la base MAGA, même si ça fait peur pour beaucoup de choses sur l'interventionnisme dans le monde. Le fait d'avoir le porte-drapeau américain, de refaire de l'Amérique une grande puissance, c'est un scénario auquel les électeurs de Trump continuent de croire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont revoté pour Donald Trump, parce qu'il incarnait ça. Et beaucoup d'électeurs américains ne sont pas forcément MAGA. Beaucoup d'électeurs américains de Trump sont des pro-Trump et donc suivent Trump dans de nombreuses de ses décisions. L'opération terrestre peut être un changement de scénario, notamment pour les électeurs de Trump et pour ceux qui le suivent actuellement, parce que l'opération terrestre, si elle est beaucoup trop risquée et s'il y a des corps américains, des soldats tués qui reviennent sur le territoire américain, on change de dimension et c'est pour cela qu'il joue à cette méthode Coué pour l'instant. Alors, il n'y a pas de bourbier, assurent les responsables américains encore réunis à la Maison-Blanche en ce moment même. Mais vous allez voir maintenant qu'il y a bien des endroits dans la région où ils sont factuellement obligés de reculer depuis un moment maintenant. Et il y a des destructions iraniennes sur des bases américaines qui ont forcé des troupes américaines à s'installer plus loin. Information du New York Times, mais allons plus loin ensemble, Général Chauvency. Général, pour nos téléspectateurs, quelles sont ces bases qui ont été frappées dont on parle aujourd'hui ?
Bon, vous avez 13 bases qui se trouvent justement, on les voit là en partie. Les bases principales, d'abord ici, vous avez la base aérienne d'Al Udeid, c'est 10 000 hommes, c'est près d'une centaine d'appareils. Vous avez le PC de la 5e flotte américaine qui se trouve ici. Vous avez aussi au Qatar, vous avez le commandement déporté de l'USCENTCOM, donc le commandement opérationnel des forces américaines au Moyen-Orient. Donc vous avez une antenne, et puis vous avez un certain nombre de bases réparties un petit peu partout. Alors maintenant, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce repli forcé à cause des Iraniens. Il est normal que quand on lance une opération le 28 février, que déjà une partie de ces bases était plus ou moins, je dirais, désaffectée. On a laissé une base arrière en quelque sorte. Mais effectivement, comme il y a eu des frappes sur des territoires d'ailleurs arabes, même s'il y a des emprises américaines, des territoires arabes qui n'étaient pas en guerre, les Américains ont peut-être pu penser qu'ils étaient protégés. En fait, ça n'a pas été le cas. Ça, c'est votre analyse. On en débattra juste après tous ensemble. Mais quelles sont les conséquences pour les opérations américaines? Avoir à reculer sur certaines de ces bases, dans quelle mesure ça gêne la guerre menée par les Américains? Alors, de l'heure que vous avez des radars, vous avez des forces logistiques, vous avez des forces de commandement, oui, le fait de désorganiser l'organisation générale des forces américaines, oui, ça a un impact. Mais je ne peux pas penser que l'état-major américain n'ait pas anticipé quand même l'organisation de ces forces. Alors je sais que c'est un article du New York Times, mais c'est aussi peut-être aussi un moyen de mettre en difficulté Donald Trump, peut-être, sur la préparation de cette guerre, parce qu'on voit bien que par certains aspects, cette guerre n'a pas été préparée très correctement, dans la mesure où on n'a pas vu toutes les mesures que pouvaient prendre les Iraniens. Ça, c'est l'analyse donc du général Chauvencier. Merci beaucoup. Pierre Servan, votre regard à vous. Est-ce que cela traduit malgré tout une immense fragilité américaine, la première puissance mondiale obligée par endroits de rétro-pédaler, de se retirer? Est-ce un manque de préparation, de solidité? Très clairement, il y a une improvisation. Parce qu'on n'arrête pas de parler des renforts qui sont en train d'arriver, la 82e Airborne, les Marines, etc. Mais il y a quand même 40 000 hommes, soldats américains, sur place, qui sont déjà sur place dans les différentes bases que tout à l'heure qu'on a vu sur la carte. Et ces militaires sont quand même en difficulté pour assurer leur mission ou pour jouer leur rôle si demain effectivement il y a un déploiement plus important, des assauts de la mer vers la terre, etc. Et en fait, on peut pas les énumérer, mais le nombre de signaux qui montrent que les choses n'ont pas été préparées et qu'il y avait vraiment une surconfiance, une hubris totale des Américains et de Trump en pensant qu'en décapitant le régime, vraiment, le coup serait tellement terrible de tuer Ali Khamenei et donc le régime s'effondrerait sur lui-même. Ben, vous voyez derrière que les troupes qui maintenant vont peut-être participer à des assauts de la mer vers la terre, ben, il faut les ramener. Il y a un bâtiment qui va partir de Californie, il va arriver dans 15 jours ou 3 semaines, il n'est pas encore là. Les détecteurs de mines, ils ne sont pas présents. Les stocks de munitions, il y a aussi une tension, malgré ce que dit Donald Trump en disant c'est illimité, on a tout ce qu'il faut, etc. On voit des infos du Washington Post, pardonnez-moi de vous couper, Pierre, mais les États-Unis envisagent de détourner des missiles de défense aérienne clés de l'Ukraine vers le Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que la guerre avec l'Iran épuise trop rapidement les stocks américains. Ça, c'est du concret. C'est du concret, comme c'est du concret le fait qu'ils sont allés chercher en Corée du Sud, ce qui fait hurler les Sud-Coréens, donc des systèmes de défense patriotes, parce qu'ils sont quand même dans une zone un petit peu sensible, pour les ramener. Donc en fait, elle n'a pas été conçue intelligemment, cette opération, parce que les spécialistes, et là la presse américaine le décrit, et c'est pas uniquement parce que une bonne partie n'aime pas Trump, c'est que les spécialistes de l'Iran, les spécialistes de la résilience militaire iranienne ont été éjectés. Et quand vous avez un type comme Pete Hegseth, alors je vais vous dire un truc qui est un peu vulgaire, et pourtant c'est un diplomate qui me l'a dit, en me disant mais vous comprenez, Pete Hegseth, quand il parle dans les conférences de presse, etc., on a l'impression qu'il a un orgasme. Bon. C'est-à-dire que si vous voulez, il est tellement... Et Trump vient de dire, ce type est formidable, c'est un gars solide, etc. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... On se demande s'ils sont dans un jeu vidéo. La jouissance de la guerre. Ils sont dans le réel. Et je terminerai juste en disant, toutes choses étant inégales par ailleurs, vraiment, c'est pas du tout la même chose, mais la guerre du Vietnam, elle s'est déroulée un peu comme ça. C'est-à-dire un coup d'affirmation péremptoire, qui était démenti progressivement par la réalité du terrain. Et à chaque fois, le commandement militaire américain disait, bon, ben, tout va bien, Monsieur le Président, formidable, mais si on pouvait rajouter quand même des conseillers, on rajoute des conseillers, formidable, avec l'armée du Sud-Vietnam, on va gagner. Enfin, si on pouvait avoir un contingent au sol, ça va. Et bon, alors je dis, c'est pas la même configuration, ça va pas durer 20 ans, etc. Voilà. Mais l'hubris et le mensonge, c'est ce qui avait miné
George Bush, la politique de George Bush, qui, après avoir vaincu l'Irak, s'était installé en disant la paix est là. En fait, il y a eu 4000 djihadistes tués, et on sait que l'administration Bush a menti, a trafiqué des articles de presse pour expliquer que tout allait bien, jusqu'à ce que le Congrès se saisisse de la question, sorte un rapport démocrate-républicain pour dire « halte au feu, vous êtes dans une panade, pas possible, il faut aller chercher le général Petraeus, qui est le seul général qui avait compris quelque chose de l'opération. » Voilà, mais là, ils sont dans ce schéma, et donc c'est un peu inquiétant, parce que je pense qu'on peut légitimement souhaiter la chute de ce régime, sauf que